Bonsoir, on va commencer. Prévention, je voulais ouvrir cette soirée ici au Centre Hospitalier avec ce mot-clé, parce que pour parler de parentalité et ce qui nous réunit ce soir, je pense que c'est un fil conducteur important de travailler sur ces questions de prévention. Prévention parce que on a un enjeu tous pédagogique, acteurs de santé, acteurs hospitaliers, acteurs de ville, à travailler sur ces questions. Et je trouve que parler de prévention, c'est aussi le mot-clé pour montrer l'enjeu du partenariat et de cette conférence qu'on organise avec l'agglomération de Saint-Brieuc et avec en fait ce qu'on appelle les acteurs de ville, pour qu'au final, il y ait une dimension de parcours, c'est-à-dire que la prise en charge des enfants, des parents, elle ne se fait pas uniquement à l'hôpital, où nous on prend finalement la partie curative et soins, c'est bien le parcours de vie, le parcours des enfants, le parcours des parents qui est l'élément important. Et donc l'hôpital, il est acteur d'une chaîne, et c'est toute la symbolique de se réunir ici ce soir dans l'amphithéâtre de l'hôpital, mais aussi d'associer l'ensemble des acteurs et cette invitation large et cette soirée organisée en lien avec l'agglomération. Donc merci à tous d'avoir répondu présent sur cette soirée autour de la parentalité. Merci à l'agglomération et à Madame Nouvian d'avoir organisé cette soirée, et place aux échanges, parce que le plus important c'est les échanges et les travaux qu'on a prévu de conduire ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je suis Thierry Simelière, je suis le maire de Saint-Quay-Portrieux et je suis aussi vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, chargé, alors j'ai un titre assez long, cohésion sociale, santé, famille, convention territoriale globale. En étant simple, on s'engage auprès des acteurs et professionnels, mais aussi on a décidé de proposer un certain nombre de réunions. La santé en question. On était il y a quelque temps à Ilion, mais là on avait un autre sujet qui est aussi d'actualité, c'était sur le cancer colorectal. On a associé les professionnels de l'hôpital privé, mais aussi de l'hôpital public. Et ce soir, on se retrouve autour d'un autre thème qui est autour de la périnatalité, de la natalité et surtout des 1000 premiers jours. Ce n'est possible que parce qu'il y a ce partenariat, monsieur le directeur. Nous vous remercions de nous accueillir dans cet amphithéâtre, un partenariat avec l'hôpital Yves Le Foll. Je voudrais surtout remercier tous ceux qui se sont engagés pour organiser cette soirée. Florine Nouvian qui est ici, qui est ma collaboratrice au niveau de l'agglomération. Je voudrais remercier aussi Geneviève Goujon qui était là tout à l'heure. Elle est là-haut, qui travaille d'arrache-pied depuis plus d'1 an sur Ensemble en famille, avec un énorme projet puisqu'on travaille depuis du 6 jusqu'au 20 novembre sur des conférences, des ateliers, des rencontres avec tous les acteurs autour effectivement du 0 au 30 ans, mais surtout du 0-11 ans, c'est ça, dans les 32 communes quasiment. Donc vous voyez un énorme projet qui est porté. Et ce soir, donc, on se retrouve évidemment avec des professionnels, puisque je suis aussi médecin, mais je ne vais pas vous parler ce soir de la pathologie colorectale, mais c'est surtout qu'on a fait confiance à des professionnels. Donc je remercie le docteur Dupuis, René Pierre, qui est pédiatre et qui est présente ce soir. Je remercie Céline Leroux et Malika Téton qui sont présentes et qui sont péricultrices. Et comme je l'ai dit récemment lorsqu'on a fait cette présentation presse, l'objectif, il est clair. C'est évidemment d'avoir des échanges avec des professionnels, mais aussi de mettre en valeur la qualité professionnelle de tous ces professionnels qui travaillent dans nos deux structures, qu'elles soient publiques ou privées, toujours en partenariat, en sachant que, comme vous le savez, ce niveau d'exigence professionnelle est une image formidable, comme j'ai eu l'occasion de le dire, mais aussi... Je laisse gérer. Ça se passe très bien, mais ça fait du bien de voir des enfants dans une soirée,
Voilà, on n'est pas dans les 1000 premiers jours, on doit être un peu plus, ça doit être un peu plus court, mais surtout aussi de montrer à tous les stagiaires, les internes, tous ceux qu'on accueille dans nos équipements, évidemment, le professionnalisme, l'objet, évidemment, d'avoir des nouveaux professionnels sur nos territoires. Donc, je vais laisser mener cette soirée qui va être menée, je pense, par Florine. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux un peu moins, mais on est quand même présents, hein, les hommes et les papas. En tout cas, merci. Merci d'avoir aussi amené une petite fille, un petit garçon, une petite fille. Un petit garçon, donc la parité est respectée. Et en tout cas, un grand remerciement à tous ceux qui ont organisé cette belle soirée et surtout place aux professionnels et aux échanges. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu présent pour ce temps qu'on voudra convivial d'échange avec vous. Désolée pour le petit Larsen, hein, on espère qu'à un moment ça va s'arrêter, mais voilà, ça ne va pas nous empêcher de faire cette conférence. On va commencer par... donc là, on s'est présenté, enfin, Monsieur Simulière nous a présenté. Moi, je suis Cécile Leroux, du coup, infirmière puéricultrice au sein du service de réanimation néonatale de l'hôpital de Saint-Brieuc et au sein de la consultation d'oralité qui se tient aussi sur l'hôpital. Malika. Ça marche là? Vous m'entendez? Oui. Et ben moi je suis Malika Téton, je suis donc puéricultrice également au sein du service de réanimation néonatale avec Cécile et le docteur Dupuis, également pour la consultation des difficultés alimentaires des enfants. Voilà, donc on va essayer de vous présenter tout ça. René-Pierre Dupuis, je suis pédiatre à l'hôpital Yves-Le-Foll. Voilà, on voulait commencer je ne sais pas si on fait le woodclap maintenant, le début du woodclap, on le fait maintenant ou on fait le témoignage d'abord? On fait peut-être le témoignage d'abord. C'est ça, le woodclap. En fait, on voulait d'abord commencer cette présentation avec le témoignage d'une maman parce qu'on voulait que ce soit parlant. Le but, je pense qu'il y a des professionnels de santé ici et aussi des parents, futurs parents. Et on voulait commencer avec le témoignage d'une maman pour quelque chose de parlant, qui puisse être concret pour vous. Donc je vais laisser la parole à Luce. Bonjour à toutes et tous. Du coup, donc, je suis maman de 2 garçons, donc Marin qui a 5 ans et Camille qui a 18 mois. Et du coup, donc, je vais vous raconter mon parcours. On m'a donné que 10 minutes pour parler de mes enfants, ce qui est très court pour toutes les mamans de la salle, j'imagine. Mais je vais essayer de tenir le timing. Donc, Camille, il est né à terme, très bel accouchement, sans péri, enfin vraiment tout ce que j'attendais. L'hôpital a répondu présent sur toutes mes demandes d'accouchement. Enfin, c'était super. Les premiers jours se sont plutôt bien passés avec la mise en place d'un allaitement souhaité. Au bout de 2-3 jours, j'ai quand même constaté que, parce que j'avais allaité mon premier, que Camille avait des difficultés à prendre le sein. Du coup, j'ai commencé à alerter les professionnels de santé, donc auxiliaires de puéricultrices qui étaient présentes. Et donc j'avais raison puisqu'au moment de la pesée il avait perdu plus de X% de son poids, donc du coup on a dû mettre en place le tire-lait, etc. Il se trouve qu'à la sortie au bout de 5 jours c'était super, l'allaitement était bien mis en place, c'était parti. Le retour à la maison s'est bien déroulé. Et en fait, assez rapidement, on a eu beaucoup de pleurs le soir. Un bébé qui était vraiment très tendu, donc on a mis ça sur le compte des pleurs du soir avec de la décharge, un aîné qui était présent et qui prenait sa place. Et en fait, je ne sais pas, est-ce que tu as que ces photos-là ou non? Il y en avait
J'ai que celle-là. Ouais, ok, d'accord. Et en fait, avec mon mari, on a mis en place plein de systèmes pour éviter ces pleurs. Donc on me voit avec l'écharpe de portage, mais vraiment, Camille était portée du matin au soir. Au démarrage, c'était à partir de ces 3 semaines, de 17h le soir à 3h du matin, on était dans la rue avec mon mari à faire des relais en portage pour essayer de l'endormir. Il dormait par phase de 10 minutes toutes les 5-6 heures. Et puis il y a un moment donné où il a arrêté complètement de téter. Donc on s'est dit, on va lui donner un biberon, ça va marcher. Il en a jamais voulu, voilà. Et donc là, rendez-vous pédiatre en urgence. Il était déshydraté et il avait perdu quand même pas mal de poids. Et donc on est arrivé au service d'oralité de Saint-Brieuc en essayant de trouver des stratégies et des solutions. Donc on nous a aussi dit que la diversification allait aider le processus, sauf que ça n'a pas été le cas. Donc en parallèle, il y a eu une mise en place d'un traitement donc par Inexium. On a aussi arrêté la protéine de lait de vache. Et puis finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un reflux. Au moment de la diversification, ça ne s'est pas passé non plus comme prévu. Dès qu'il voyait un aliment, c'était beaucoup de dégoût. Il ne mettait rien à la bouche. Vraiment, ce n'était pas un bébé qui mettait dans la bouche, que ce soit les mains, les objets. Enfin, ça ne l'intéressait pas. Les premières cuillères de purée qu'on est tous, je pense, trop contents d'amener à son enfant, ça a été juste un cauchemar. Il a vomi, il a tout régurgité. C'était, voilà. Donc du coup là on a vraiment été pris en charge par le service d'oralité de Saint-Brieuc. Et puis on a commencé à rentrer dans tout un processus. Donc là on voit la petite cuillère qui a été conseillée par le service, qu'on a pu amener petit à petit. Et puis finalement il a fait beaucoup par lui-même. On a suivi les conseils. Et en fait, c'est un enfant qui est très sensible. Donc, dès qu'on introduit quelque chose, il faut prendre peut-être un peu plus de patience qu'un autre. Donc, on voit le portage, parce que du coup, on a énormément porté. J'ai même vendu toutes les poussettes, tellement j'étais en colère quand je suis arrivée voir les mamans de l'école avec leurs poussettes, avec leur bébé. Moi, je ne pouvais jamais le poser, donc j'ai tout vendu. La petite cuillère qui a bien fonctionné. Et puis, tout ce qui est sensoriel, en fait. Le sable, l'herbe, on fait des parcours de sensorialité, on fait de notre mieux au quotidien pour l'accompagner dans son développement. Et puis une petite photo de son frère parce qu'ils ont une super complicité et c'est important d'embarquer tout le monde dans le bateau, parce qu'un enfant qui a des difficultés, ça empathie aussi sur les autres et il ne faut pas les oublier. Donc on est parents, on fait toujours tous de notre mieux, j'imagine. Et en tout cas, c'était vraiment important d'être accompagné par le service d'oralité de Saint-Brieuc. Voilà. Merci beaucoup à Luce pour son témoignage. Ce qu'on voulait par le biais de ce témoignage-là aussi, c'était montrer que ces 1000 premiers jours, là, c'est beaucoup de questions pour les parents, c'est beaucoup d'enjeux chez un tout petit. On voit que ça passe par l'alimentation, ça passe par le fait de bouger, comme le disait Luce, du coup, un bébé qui était beaucoup porté, donc qui a eu des difficultés dans ses premières explorations motrices. Et puis que tout ça est en lien finalement, et c'est un peu ce qu'on va essayer de vous expliquer ce soir, qu'un enfant c'est un tout et que tous ces éléments, comme on a pu l'expliquer, manger, bouger, jouer, parler, toutes ces choses-là font lien les unes avec les autres, et que tous ces éléments dans les 1000 premiers jours sont vraiment cruciaux, et on veut essayer en tout cas de vous donner les axes qui nous semblent importants à avoir en tête pour ces 1000 premiers jours. Alors, on va quand même essayer même si tout est très lié et très intriqué, on va quand même essayer de faire un petit peu 4 parties avec les 4 verbes qu'on vous a proposés pour cette conférence. Du coup, manger, parler, bouger et jouer. Et dans un premier temps, l'idée quand même, c'est qu'on puisse savoir un peu qui il y a dans la salle, ce que vous avez déjà un peu dans vos têtes autour de tout ça. Donc on vous propose un petit wood clap avec un QR code qu'on vous propose de flasher avec des petites questions qu'on va faire au fur et à mesure en fait. Et récupérer sous forme de nuage de mots vos réponses et pouvoir partir de là.
Alors, est-ce que ça fonctionne? Ouais. Il y a de la place devant, hein. Si la ventilation vous dérange trop, devant vous aurez moins de ventilation. Hein. Venez en bas là. Ok. Merci. Est-ce que tout le monde a pu flasher le petit QR code? C'est bon pour vous? On disait que oui. On dit que c'est OK? Très bien. Non? Non. J'ai entendu des noms. Sinon, on l'a fait à l'ancienne à main levée. Hein. J'annonce. Hein. C'est bon pour vous? Ouais? Allez, je tente, je lance. Est-ce que là, ça lance la question chez vous? C'est génial. Voilà. Bon, sachant que quand on est professionnel de santé, on peut être là en tant que parent, mais mettez en tout cas l'étiquette sous laquelle vous venez nous voir ce soir, quoi. Je sais pas, on va leur demander. Il y en a qui se considèrent comme autres. C'est rigolo. Il y a 30 Ça secondes. bouge encore un peu. Ouais, c'est ça, ça bouge encore un peu. Alors, je vais vous demander de satisfaire ma curiosité, mais alors pour ceux qui ont répondu autre, qui êtes-vous? Ok. D'accord. Cool, super, c'est génial. Trop bien. Et les 5 autres? Les autres Assistante familiale, super. Vous êtes donc professionnel de la petite enfance? Oui. Ok. Ça pouvait marcher aussi. Ah, ça marche. Ok. Ok, donc on a 50% de professionnels de la petite enfance, presque 40% de parents, des futurs parents, super, on espère pouvoir répondre à vos questions, et quelques autres. Parfait. Alors, la question suivante. Voilà, donc là, ça s'adresse aux parents, c'est plus savoir à peu près les tranches d'âge de vos enfants. Non. Allez, il faut choisir. Non, mais en chiffre. 10, 14, 27. C'est bon. Ok, donc pas mal de parents d'enfants de plus de 2 ans. Donc bon, nous, on va quand même se fixer sur la tranche d'âge avant 2 ans. Là, c'est les 1000 premiers jours, donc on est vraiment sur la petite enfance. Après, bien sûr, ça vaut aussi. Puis peut-être que les enfants plus de 2 ans auront des petits frères, des petites sœurs, enfin voilà, qu'importe. Mais voilà, en tout cas, nous, on va se fixer sur cette tranche d'âge-là. Après, il y a plein de choses qui sont transposables après pour le plus grand, et c'est une évolution, hein, mais voilà. Bon, et alors ça, c'est pas trop pour nous, mais c'est pour les pour l'agglo, juste savoir de quelle commune. Voilà, il va y avoir un petit nuage de...
Ouais, il y a des courageux qui sont venus de Plémy. Châtellot d'Angèle aussi. Hein. L'envolon. Ouais. Plec. L'envolon. Ok. Toute l'agglo est bien représentée. Hein. Ouais, c'est ça. Toute l'agglo est bien représentée. C'est chouette. La motte même. Ah, on a dépassé l'agglo là. Tressigno, Quintin. Ok. Ah, il y a Saint-Brieuc avec tiret et sans tiret. Ça fait un. Ok, et ben c'est chouette. Il y a des gens qui sont venus quand même de loin. Merci d'être là. Et c'est chouette aussi de voir qu'on a une représentation de vraiment une large spectre sur toute l'agglomération. Et c'est bien qu'on puisse échanger avec vous tous et toutes et collaborer avec vous. Je sais pas si. Hop là. Hop, on s'arrête là. Ah oui, mince, faut que je le ferme peut-être. Alors le reste du. Je fais quitter, voilà. On vous fera répondre après au fur et à mesure à d'autres petites questions pour échanger avec vous. Alors, tac. Le WIT Club de manger, il est dans la foulée. Ah bah oui. Bon bah en fait vous pouvez garder vos téléphones, on va enchaîner en fait sur le quiz sur la suite des questions. On va commencer par le versant manger et du coup on voulait vous. Alors attendez. Hein, je crois qu'on va avoir du chauffage et la ventilation qui va s'arrêter. Ah merci monsieur. Merci. Hop. Voilà, merci. Bon, alors, vous aviez déjà commencé à répondre. C'est top, vous êtes au taquet. Voilà. C'est le but. Attention, décompte. 7, 6. Bon, ça y est, du coup, la question est close. Donc, on a tous envie de commencer à manger des poireaux et des haricots pour la première fois dans notre vie. Des brocolis aussi. C'est ça. On va répondre à ces questions après au cours de notre présentation. Mais voilà, c'est chouette pour nous de voir quelles sont les représentations que vous avez actuellement. Donc, a priori, alors c'est une petite majorité quand même. Hein, commencerait plutôt par les légumes. Le reste, les deux en même temps. Et alors, personne ne commence par les fruits. OK. La suivante, la question... Et faut-il avoir des dents pour manger des morceaux ? Ok, donc a priori, la majorité d'entre vous pense qu'il ne faut pas avoir de dents pour commencer à manger. Parfait. Et donc, voilà. Selon vous, pour qu'un repas se déroule dans de bonnes conditions, mon enfant doit être installé à table en même temps que le reste de la famille. Mon enfant mange seul, au calme, installé à table. Et je peux utiliser des distractions comme la TV ou le téléphone.
Enfin, qui répondent pas quand ils savent pas. Ok, ouais. Ça dépend de l'âge. Ok. Donc là, on parle d'un repas a priori pour un enfant. Quand on dit installé, c'est qu'un enfant qui a commencé à être diversifié, quoi. Qui mange tout ça. Non. Ah bah non. Ouais. 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 Donc la majorité quand même d'entre vous que l'enfant doit être installé à table en même temps que le reste de la famille. Et je crois que c'est la dernière question. Ah non. Hop. Bah ça pour le coup, non. Je vais faire quitter. Ce sera pour après. Hop. Bon, alors avant de répondre à toutes ces questions très intéressantes, voilà. On va démarrer par faire un petit état des lieux en fait sur ce bébé. Ce bébé qui est avant tout un être très compétent et qui a plein de compétences dès sa naissance. Donc les bébés, ils savent tous téter quand ils naissent. Après, ils commencent à apprendre aussi sur les premiers jours exactement comment on fait pour prendre le sein, comment on fait pour prendre le biberon, selon ce que ses parents ont pu choisir. Après, l'enfant, il va aussi téter ce qu'on appelle en succion nutritive. Donc la succion nutritive, c'est la succion qui va lui permettre de manger. Et le bébé, il a aussi cette succion non nutritive qu'a, elle, plus un but de réassurance, d'apprentissage, et aussi un but pour commencer à faire bien fonctionner sa mâchoire, ses muscles, voilà. Mais surtout beaucoup de réassurance, notamment chez le tout petit. Donc il va utiliser sa succion selon son envie, selon sa faim. Elle est réflexe cette succion, hein, quand le bébé est tout petit, jusque 3-4 mois à peu près. Le fait de venir proposer quelque chose près de la bouche du bébé, il va venir chercher l'objet, le doigt, la tétine, le sein, le biberon, c'est vraiment la succion réflexe. Quand il a quelque chose en bouche, il va également téter. Et puis petit à petit, cette succion, elle va s'arrêter pour passer vraiment à une succion dite volontaire. Voilà, merci. Donc il va pouvoir utiliser cette succion pour beaucoup de choses. Cette succion, elle va aussi permettre, et cette bouche, elle va aussi permettre au bébé de découvrir son corps, les objets au fur et à mesure qu'il va grandir, qu'il va attraper, qu'il va mettre en bouche. Le passage en bouche est quand même quelque chose de très important chez le bébé. Ça va lui permettre de tout explorer. Donc la bouche, c'est vraiment un des organes qui est lui aussi très compétent chez le bébé dès le démarrage. C'est un organe qui va permettre aussi beaucoup de découvertes sensorielles. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la bouche, c'est quand même là où on a le plus de récepteurs sensitifs du corps quasiment, où c'est quelque chose qui va du coup être très sensible, mais aussi qui va permettre un maximum de découvertes. Il y a énormément de capteurs. Donc avec cette bouche, il va pouvoir commencer à découvrir son corps, les objets, comme on disait tout à l'heure, en volume, mais aussi la température, le goût, et aussi tout ce qui est texture. Parce que finalement, nous, quand on touche quelque chose de lisse, on sait à peu près ce que ça va, on imagine très bien ce que ça va faire dans notre bouche. Un bébé qui n'a jamais rien touché, il ne sait pas encore si ce qui touche, qui pique, qu'est-ce que ça va faire dans sa bouche. Le fait de faire ces expériences-là, de venir prendre quelque chose, de le mettre en bouche avec une texture spécifique, ça va lui permettre après d'imaginer et de conserver quelque part dans sa mémoire ces différentes textures et ces différentes découvertes qu'il peut faire. Donc on va voir des petites photos d'enfants qui découvrent. Et parce que manger, c'est pas que découvrir non plus par sa bouche, mais c'est aussi découvrir par son corps. Comme a pu le dire Luce tout à l'heure, un enfant qui a pas forcément fait beaucoup d'expériences au niveau de son corps, ça va être compliqué pour lui de pouvoir aussi venir découvrir dans sa bouche et surtout, après, faire tout seul. Parce qu'apprendre à manger... C'est pas nous. C'est pas... Apprendre à manger, c'est aussi découvrir par l'ensemble de ses sens tout ce que ça va pouvoir produire en termes de toucher, en termes de goût, là encore en termes d'odeur aussi, les odeurs qui vont venir s'ajouter à tout ça. Et donc l'enfant, il va vraiment falloir qu'il passe par le fait de toucher, de malaxer, de se dire ça c'est un peu chaud, un peu froid, et ça va être aussi avec la personne qui va être en face de lui, qui va lui dire bah, fais attention, c'est plus chaud, fais attention, c'est plus froid, et l'enfant il va se construire aussi avec ça,
au niveau de son oralité. Alors il y a une phrase que moi j'aime beaucoup, qui est celle de Véronique Leblanc, psychologue. Ce que mes yeux, mon nez et mes mains n'ont pas apprivoisé, ma bouche n'y touchera pas. En fait, manger, comme je vous disais tout de suite, ça implique vraiment son corps dans toute sa globalité et avec l'ensemble de ses sens. Parce que je pense que si on vous propose un plat que vous n'avez pas vu, qu'on vous met un foulard sur les yeux, qu'on est dans le noir, et éventuellement qu'on vous demande en plus de vous boucher le nez, et que vous ne savez pas du tout ce qu'il y a en face de vous, peut-être que vous n'allez pas y aller tout de suite. Vous allez peut-être vous dire déjà, je vais aller toucher, je vais aller mettre mes mains dedans, je vais regarder. Je vous mets au défi d'aller mettre direct dans votre bouche sans savoir ce que c'est. Parce que vraiment, manger, ça entraîne tout son corps. Et donc, il faut se dire que le bébé, au démarrage, c'est pas du tout ce qu'on va lui proposer. Donc tout ça, c'est vraiment des expériences et c'est vraiment tous les sens du bébé qui vont être mis en place. Merci monsieur. Nous, sensoriellement aussi, on n'était pas bien là tous, hein, voilà. On est d'accord. Hein. Ça nous commençait à nous prendre beaucoup là. Voilà. Donc on part justement sur le sensoriel. Voilà. Donc on va peut-être lancer cette petite vidéo de cette petite fille qui découvre son environnement. Vous allez voir ce qu'elle fait. Voilà, c'est bon les jouets aussi à manger. Là, nous, spontanément, le Kapler, on n'a pas très envie de le mettre dans la bouche, hein, parce que c'est pas un truc qui nous... Mais parce qu'on sait. Parce qu'on sait ce que le bois, ça va nous faire dans la bouche. Ouais. Elle ne sait pas encore trop, et puis pour le savoir, elle va le mettre dans sa bouche. Et pour les aliments, il faudra qu'elle fasse la même chose. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que l'enfant, manger, c'est aussi cette découverte orale globale avec les jeux, mais c'est aussi avec les vêtements de ses parents quand ils sont dans les bras et qu'ils sont en train de téter l'écharpe. Ça marche aussi. Le collier qu'on met dans la bouche, les cheveux de sa mère qu'on attrape. Voilà. Tout ça, c'est vraiment la découverte du sens et c'est aussi ce qui va faire du sens après pour le bébé pour pouvoir manger et mettre en bouche. Toutes les expériences sensorielles, elles sont vraiment déterminantes dans la découverte alimentaire pour le jeune enfant. Donc là, vous voyez un enfant qui est dans le sable. Est-ce que vous voyez bien sa tête? Vous avez l'impression de quoi pour cet enfant? Il n'a pas l'air super open à marcher dans le sable. Hein. Voilà. Bon, donc peut-être qu'autour de nous, vous avez tous connu des enfants qui n'aimaient pas trop marcher dans le sable, qui n'aimaient pas trop aller toucher la vague dans la mer, qui n'avaient pas trop envie de toucher la terre, l'herbe mouillée, toutes ces textures, des fois qui ne veulent pas trop du gluant. C'est des enfants qui ont peut-être une sensibilité un peu plus accrue que les autres sur notamment leur corps. Et c'est aussi souvent des enfants qui, quand on creuse un peu, sur le plan alimentaire, c'est pas toujours très simple pour ces enfants. La semoule, ils en veulent pas trop, le riz, ils en veulent pas, les choses qui sont un peu molles, un peu gluantes, ils en veulent pas non plus, ils aiment bien des fois que ça croque. C'est des enfants qui ont besoin en fait, d'avoir des choses sensorielles qui soient bien définies. Et parce qu'ils ont un sens un peu plus ouvert que les autres, on va dire, au niveau tactile notamment. Et donc, c'est aussi des enfants chez qui il va vraiment falloir proposer beaucoup d'expériences sensorielles pour pouvoir les aider après dans leur alimentation. Mais ça fait aussi partie de la découverte. Et du coup, si on ne propose pas ces découvertes aux enfants dès tout petits, ça ne va pas forcément leur faciliter la tâche pour la suite. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Si tu veux rajouter quelque chose, Cécile, sur ça ? Non, je vais enchaîner sur... ouais, c'est ça, sur l'aspect... On switch. On va continuer à parler du repas. Là, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que le fait de manger, c'est pas seulement se nourrir, c'est pas seulement nourrir le corps, en fait. Manger, c'est des moments de partage.
On est dans un pays, la France, où clairement manger, c'est la vie. Hein. Beaucoup de choses tournent autour de l'alimentation. On va chez les copains manger, on se retrouve avec la famille autour d'un repas. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'alimentation. Et dès tout petit, le repas, la tétée, le biberon, tout ça, c'est des moments de partage. Donc, le manger ensemble et manger avec les enfants, ce qu'on vous demandait dans le quiz, voilà, selon vous, est-ce que l'enfant doit manger seul, doit manger à table? Ce qu'on veut vous faire passer, c'est que manger, c'est un moment de partage, c'est du lien social, c'est un temps d'échange, c'est un temps en famille, et que ça a toute son importance aussi dans la façon d'amener l'alimentation dans la vie dès tout petit, en fait. Je vais tout tomber. Sur la diapo d'après, on a voulu parler de l'attachement et de l'alimentation. En fait, on voit bien que la préoccupation d'une mère à la naissance, ça va être de pouvoir nourrir son enfant, alors de quelque façon que ce soit, le sein, le biberon, ce qu'on veut, mais quand même la préoccupation, et les papas, je les inclus bien sûr, mais la préoccupation parentale vont être dans la capacité à pouvoir nourrir son enfant. C'est quand même très important, et parce qu'il y a ce lien d'attachement qui se fait par le biais de l'alimentation. Et ce fait de manger, ça va vraiment être un tremplin pour le développement de l'enfant. Ça va vraiment avoir une répercussion sur sa façon aussi d'interagir avec son environnement, avec les autres. Là, on a voulu vous mettre des images un petit peu choc, mais du téléphone, le téléphone en même temps qu'on donne le biberon ou la tétée. Alors, on ne veut pas bannir, vraiment, on veut avoir un discours. Il n'y a pas de ah là là, faut surtout pas faire ça, c'est pas bien. Mais on veut donner vraiment du sens en disant quand on nourrit son enfant, même au biberon ou même au sein, c'est vraiment un temps d'échange, un temps de partage, et c'est un moment où il faut être en connexion avec son enfant, parce qu'il y a plein de connexions qui se font à ce moment-là, et c'est important que les parents ou la nounou, l'assistante familiale, ou en tout cas la personne qui donne à manger à l'enfant soit vraiment dans la relation à ce moment-là. C'est vraiment très important. Que vous dire de plus? Le contexte hormonal, j'en ai parlé. Voilà, et puis c'est de créer du lien aussi sur l'auto-apaisement que ça va procurer à l'enfant, d'être dans une situation de partage et de lien au moment de son repas. Ensuite, on va partir sur un petit peu plus grand, voilà, sur manger, l'apprentissage de l'autonomie. Parce que clairement, arrivé à un certain âge, donc de 6 mois jusqu'à après bien plus grand, mais les bébés vont souvent avoir envie de faire seuls. Parce que cette découverte-là, la meilleure façon de le faire, c'est eux-mêmes, et du coup leur permettre de pouvoir. Alors il y a tout l'aspect sensoriel que Malika vous a expliqué avant sur le fait de pouvoir toucher les aliments, tout ce que ça va leur permettre de développer. Mais il y a aussi cet aspect d'autonomie, et moi personnellement, je préfère mettre moi-même ma cuillère dans ma bouche parce que je sais à quel endroit va se situer mon réflexe nauséeux, je sais quelle quantité j'ai envie de mettre dans ma cuillère, je sais comment j'ai envie de la mettre dans ma bouche. Nous, avec toute la bienveillance qu'on a des fois en tant que parents, on fait, mais alors le rythme, on le fait au rythme qu'on pense être bien, mais est-ce que c'est vraiment toujours celui de l'enfant ? Et puis la façon dont on va mettre la cuillère dans la bouche. Voilà, l'autonomie, très vite, on sent qu'ils ont envie de faire par eux-mêmes, et qu'on les laisse le plus possible faire, c'est vraiment quelque chose de positif, et ils savent bien nous montrer. Et surtout, ils sont très compétents pour le faire tout seuls si on leur laisse l'occasion de faire et de découvrir. Là, on va voir une petite fille. Donc ça, c'est une petite fille de 7 mois, voilà, pour vous montrer. Donc qui a commencé sa diversification pas si longtemps, et en fait qui est tout à fait capable, avec un peu d'aide de l'adulte, on voit que quelqu'un qui lui tient son bol, mais elle mange, voilà, ses petites pattes, tranquillement, toute seule, et elle est ravie. Alors on est d'accord, ça en met partout, c'est pas propre, voilà, on en reparlera. Il y a de la sauce, voilà, c'est... Voilà, mais en tout cas, elle prend plaisir à manger, et ça, on y reviendra aussi beaucoup. C'est que l'alimentation, c'est du plaisir. Voilà, et en tout cas, de faire seul, ça a l'air. Donc, les bébés sont compétents très tôt, très vite, et on en reparlera après un petit peu plus loin dans le faire en sécurité, bien sûr, mais
ils sont très vite capables d'être autonomes quand on leur donne en tout cas le cadre idéal pour le faire. Bonsoir messieurs. Voilà, donc la diversification alimentaire, cette étape un peu clé que tous les parents attendent, hein, comme le disait Luce tout à l'heure, les premières cuillères de purée, enfin voilà, on les attend. Donc il faut savoir que c'est vraiment un cap dans le sens où on passe d'une motricité, enfin un passage entre la motricité réflexe et volontaire, hein, c'est ce qu'on disait, jusque 3-4 mois, la succion elle est réflexe, ensuite ça va être une succion volontaire, donc l'enfant devient acteur vraiment de son alimentation. Ça va être très en lien avec le développement psychomoteur et on fera le lien après avec le fait de bouger, mais un enfant pour pouvoir commencer à s'alimenter a besoin d'avoir un développement psychomoteur qui soit compétent pour pouvoir bien se tenir assis, pour pouvoir avoir les conditions nécessaires pour bien manger. La découverte sensorielle, on vous en a parlé, hein, c'est-à-dire que là jusque-là c'était du liquide, c'était du lait transmis soit par le sein, soit par le biberon. Là on change d'outil, on amène une cuillère, donc c'est un nouvel outil, des nouvelles textures, des goûts. Enfin voilà, c'est vraiment quand même le chamboulement. Donc dans tout l'intérêt, on va le reprendre après, hein, mais que ce soit quelque chose de progressif, on est bien d'accord, parce que ça demande ça sollicite beaucoup de compétences chez le bébé. Et puis l'imitation, effectivement, c'est en ça qu'on vous dit que les temps de repas partagés, c'est important, c'est qu'en fait le bébé, il va aussi se nourrir de tout ce qu'il voit et de tout ce qu'il observe dans son entourage, de voir les autres copains, copines chez l'assistante maternelle manger, il va regarder, on voit bien. Et c'est aussi des fois un élément qui nous dit ça y est, le bébé il est prêt. Quand il commence à regarder comme ça la cuillère du parent qui fait comme ça à la bouche, il se dit tiens, moi aussi ça me dirait bien. Il y a cette notion d'imitation et de voir et vouloir faire comme l'adulte ou comme ses pairs. Et donc la diversification alimentaire, comment on s'y prend, donc là est-ce qu'il faut des dents, des morceaux, la DME, donc quand on va le reprendre après, hein, mais la diversification elle commence entre 4 et 6 mois, ça va dépendre de l'appétence de l'enfant aussi. Il y a des enfants à 4 mois clairement qui ne vont pas être prêts parce que ça les attire pas plus que ça, qui sont très bien au lait et grand bien leur face. Après c'est important quand même rapidement de pouvoir introduire des textures, des goûts. Les dents, on vous posait la question tout à l'heure. Alors non, parce que qu'on se le dise entre nous, on a tous quelqu'un qui, dans notre entourage, a un enfant qui a eu des dents à 1 an. Du coup, si on attend 1 an pour lui donner à manger, c'est quand même embêtant. Donc non, effectivement, l'enfant va acquérir des compétences avec ses gencives. En fait, il va être capable, avec des textures adaptées, hein, on y reviendra. Mais l'enfant peut très bien commencer à s'alimenter sans avoir de dents. Les morceaux, la DME, on va y revenir après. Je sais pas, je veux pas me spoiler ce qu'on va dire après, mais en tout cas, le passage des morceaux, ça va être important de l'introduire sans trop traîner, parce que plus on attend pour introduire les morceaux, plus ça peut être compliqué. Et la DME, effectivement, c'est un passage, la petite fille sur la vidéo tout à l'heure nous a très bien montré qu'elle était capable de faire, d'avoir... La DME, ça parle à tout le monde, hein, la diversification menée par l'enfant. Donc c'est le fait de laisser l'enfant faire par lui-même, de ne pas forcément passer par les purées. Après, on vous en reparlera aussi, hein, c'est pas ou l'un ou l'autre. Enfin voilà, il y a des choses qui sont possibles. On peut et manger des purées chez Tata et faire de la DME à la maison. Enfin, on ne veut pas scinder, tout n'est pas à scinder de cette manière-là. Mais la DME, en tout cas, c'est le but de laisser l'enfant acteur le plus possible de ses repas en ne faisant pas de purée, dans l'idée, quoi. Voilà. Ensuite. On va enchaîner assez rapidement sur toutes les recommandations qu'il peut y avoir quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé autour de tout ça, sur les recommandations alimentaires et notamment donc à partir de quel moment on démarre. Donc ça, on en a parlé. En gros, entre 4 et 6 mois, c'est vraiment donc l'appétence de l'enfant et le développement psychomoteur aussi. Il faut quand même un enfant qui ait un axe, on va dire, au niveau qui tienne bien sa tête, qui ait le tronc assez solide pour démarrer la diversification. C'est quand même important que l'enfant ait un tonus suffisant. Donc, en gros, on peut commencer par tout. Hein, on peut vraiment démarrer à manger de tout dès le début. Donc, on n'est pas obligé de commencer que par les légumes, que par les fruits. L'enfant peut tout manger, en dehors du miel, avant 1 an, et de tout ce qui est à base de lait cru, notamment les fromages. Voilà.
Donc ça, c'est quand même assez important. Il faut quand même se dire que jusqu'à 1 an, c'est le lait qui reste l'alimentation principale de l'enfant. On est dans la découverte. Alors des enfants qui vont aller plus vite que d'autres. Ensuite, on peut le faire sous plein de formes différentes. À la cuillère avec les purées si on a envie. On peut partir vers de la DME comme vous parlez Cécile, mais on peut aussi faire quelque chose de mixte parce que la purée, il faut quand même se dire que c'est une texture comme une autre et c'est aussi important que l'enfant accepte cette texture-là et notamment puisse la toucher, puisse la manipuler. Juste pour rappeler la DME pour les morceaux, l'enfant, la mastication, ça s'apprend petit à petit. Donc on va commencer par des morceaux qui vont être grands, longs, sous forme de bâtonnets et quelque chose qu'on va pouvoir écraser entre nos doigts. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Et au début, peut-être l'enfant, il va juste prendre ce bout, il va juste l'écraser et il va faire que ça. Ben, c'est pas grave. À côté, on peut faire aussi, on peut proposer un bout de carotte bien cuit, et puis à côté, on fait une purée de carotte, et le parent, lui, il est là pour assurer la quantité de ce qu'il a mangé, et puis l'enfant est dans sa découverte. Donc tout ça, on est sur des nouveaux outils, une nouvelle installation, des nouvelles textures, un nouveau rythme, des nouvelles odeurs, des nouveaux visuels. Donc ça fait énormément de choses à découvrir. Alors juste pour rappeler, il y a un super petit guide qui a été fait par la HAS, des recommandations de septembre 2022 qui reprennent vraiment tout ça. Vous pouvez le demander à votre médecin traitant, à votre pédiatre. Tout le monde a cet accès. Il est aussi en libre accès en ligne. C'est vrai qu'on n'a pas mis le lien, on aurait pu. On n'a pas pensé. Mais donc voilà, on peut aller vraiment vers tout. Juste pour info, la mastication, elle est à peu près finie de se développer entre 4 et 6 ans quand même. Donc il faut du temps pour apprendre à mastiquer. Donc quelques idées reçues autour de la diversification. Donc le passage par le petit pot n'est pas obligatoire, c'est un peu chacun qui fait comme il le souhaite. Le passage au biberon pour les enfants allaités n'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. On peut apporter du lait sous d'autres façons et sous d'autres formes. On peut continuer à être allaité en même temps qu'on diversifie son enfant, bien sûr. Par contre, c'est vraiment important, 6 mois maximum, d'avoir commencé à introduire une diversification en même temps qu'un allaitement maternel qui peut après se poursuivre sans problème plusieurs mois, voire plusieurs années si les parents le souhaitent. Les morceaux fondants, on en a parlé, et les matières grasses et le sucre. Alors ça, c'est souvent des choses qu'on se dit, oh là là, pas trop de gras, pas trop de sucre, pas trop sucré, pas trop salé, on entend ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors c'est vrai, il faut faire attention, mais attention, l'enfant, il n'a pas les mêmes besoins caloriques que l'adulte, et l'enfant, il a besoin de gras pour faire grossir son cerveau, pour faire maturer son cerveau, les graisses sont nécessaires. Donc en juste quantité, on a envie de dire c'est quoi la juste quantité? C'est la petite noisette de beurre dans la purée, c'est la petite cuillère d'huile qu'on va rajouter pour cuire quelque chose. Voilà, il faut quand même, et il faut faire tourner les graisses aussi, c'est important de ne pas toujours avoir la même chose. On peut mettre un peu de crème fraîche dans de la purée aussi, ça marche. On peut faire une petite sauce avec de la crème où l'enfant va pouvoir patouiller dedans aussi. C'est vraiment important. Attention au sucre, c'est pareil. Là, par contre, il faut vraiment être attentif là-dessus, mais ça n'empêche pas de mettre un tout petit peu de sucre dans le yaourt si l'enfant préfère le manger comme ça. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Là, t'es rendu à faire. T'as avancé. Et puis, on va avancer en même temps, mais... Alors, on va juste revenir sur 2-3 petites idées sur le à faire ou pas trop à faire quand même. Il y a des petites choses, même si on ne veut pas être trop rigide. Et Cécile va vous présenter ça. Dans le à faire, on disait que c'était important de bien installer l'enfant, le bébé et l'enfant. Là, on a mis une petite photo avec un enfant qui est sur une chaise avec un appui pour les pieds. Enfin, la façon dont on va se tenir à table, vous, si vous êtes sur une chaise de bar avec les pieds dans le vide et pas d'accoudoir, tout ça, passer tout un repas et manger un steak là-dessus, en vrai, c'est pas déjà pour nous adultes, qui avons acquis plein de compétences, c'est pas des plus faciles. Du coup, avoir un enfant qui a une bonne station assise avec des bons appuis, ça l'aide pour pouvoir manger dans des conditions optimales. Le fait de proposer, solliciter souvent, c'est-à-dire que le refus d'un aliment, à un moment donné, on dit qu'il faut proposer jusque 16 fois avant qu'un enfant se dise que vraiment c'est un truc qui passe pas. Donc,
sans s'acharner. C'est-à-dire que si à un moment, on se voit, là, en ce moment, tel aliment, ça passe pas, ok, on passe à autre chose et puis on y reviendra. Mais continuer à proposer, continuer à solliciter. C'est important que ça reste dans le paysage alimentaire de l'enfant et qu'ils se disent que, on disait tout à l'heure, dans le mimétisme de manger à table ensemble, c'est dire, il va voir papa, maman, le frère, la sœur, les autres continuer à manger cet aliment-là. Finalement, il finira peut-être par y arriver aussi, quoi. Attention aux écrans et aux distractions en tout genre, alors sans faire de attention, honte à vous, voilà, on a tous des habitudes, mais les écrans sont quand même un enfant qui est devant un écran au moment où il mange, il n'est pas acteur de la même façon de son repas, il va moins intégrer ce qui se passe pour lui. Donc voilà, si on peut ne pas avoir d'écran au moment des repas et permettre de cracher. Laissez les enfants cracher, laissez-les goûter et permettez-leur de dire « Ok, mettre dans la bouche, c'est déjà un super pas. » Et pour certains qui ont des difficultés, mettre dans la bouche, c'est déjà très très loin. Donc laissez-les, les enfants, ils sont dans la découverte et c'est ok de se dire « J'ai réussi à mettre dans ma bouche, mais j'ai pas envie de l'avaler, je crache. » Et ok, puis on y reviendra plus tard. Mais c'est très important. Et à ne pas faire, forcer. Forcer un enfant, ça n'a jamais... on se dit, c'est du caprice, il n'a pas envie, il ne veut pas manger. Non, en fait, c'est juste que c'est pas OK pour lui, soit cette texture-là, soit sous cette forme-là, à ce moment-là. C'est OK, on repropose d'une manière différente. Et voilà. Dissimuler un aliment en se disant, je vais le cacher, en fait, c'est rompre un peu aussi la confiance parce que... Soyez sûrs qu'ils sont très forts pour détecter les moindres petits trucs qu'ils n'aiment pas. Du coup... Alors bien sûr, là on parle chez le tout petit, quand ils grandissent après, des fois on peut trouver des stratégies pour mettre un truc dans la quiche et bien voilà. Mais d'emblée, soyez transparent avec l'enfant, ne cachez pas un aliment et essayez de ne pas rompre cette confiance qu'il y a. Essuyez la bouche de manière répétée aussi, ça c'est un truc qu'on aurait tendance à faire, hop là, on racle, et en fait sensoriellement c'est pas franchement agréable, donc laissez-les en avoir partout, c'est ok pour eux, il faut que ça soit ok pour nous. Et des temps de repas trop longs, d'accord ? Un repas pour un enfant, max 30 minutes. On est même, le 20 minutes est bien, le 30 minutes est vraiment sur le maximum. Un enfant n'a pas l'énergie pendant plus de 30 minutes d'être acteur de son repas et d'être en capacité de mobiliser des compétences sur un repas. Donc autour de l'alimentation et du fait de manger, les messages clés qu'on voulait vous donner, c'était vraiment l'individualité, c'est-à-dire qu'un enfant, ce qu'un enfant est capable de faire, l'un est capable de le faire à 8 mois, d'autres est capable de le faire à 12 mois. Il n'y a pas de... On s'adapte à l'enfant toujours en fonction de sa sensorialité, en fonction de son parcours, en fonction de tout ça. De les laisser manger avec les mains, laissez-les découvrir. On vous a dit, manger, c'est pas seulement la bouche, c'est tout ce qui se passe dans le corps. Donc laissez-les découvrir, laissez-les patouiller. Ça salit, c'est ok, mais ils en ont besoin vraiment pour cette découverte alimentaire. De proposer des morceaux, quand même, de ne pas retarder la prise de morceaux parce qu'on sait que ce sera déterminant. Et les jeux sensoriels, de jouer, les laisser jouer avec l'alimentation, de faire de la cuisine, et puis les jeux sensoriels aussi non alimentaires. Développement psychomoteur, pardon. On le verra, qui est très en lien en fait. Voilà. On vous propose de reprendre votre petit téléphone, parce que nous, on aime bien un peu les écrans quand même, les grands. Mais on mange des morceaux et on peut faire autre chose. Mais nous, on a fini notre développement psychomoteur. Et on va aborder la thématique de parler. On va faire un peu plus court. Alors ça, c'est une question ouverte. Est-ce que ça s'affiche pour vous, ça va ? Voilà. Donc, quels sont les moyens qu'utilise un enfant pour communiquer, selon vous ? Une réponse de réponse ? Lâchez-vous, allez-y, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Il veut nous faire une démo en direct live de communiquer. Il est super, cet enfant. Voilà. Ouais, vous êtes fort, vous êtes fort. Je pense que vous savez déjà tout. Vous savez déjà tout, ouais, c'est clair.
Top. Et ben vous êtes très très fort. Hein. Vous avez mis plein de choses qui regroupent autour de la communication. Communiquer, crier, pleurer, les mains, sourire, le geste à la parole, les expressions du visage, les gazouillis, les mouvements, gigoter, babiller, regarder aussi. Non, vous êtes très très fort. Et je crois que la question d'après aussi. Et selon vous, quels sont les éléments qui peuvent aider mon enfant à développer sa communication et son langage? Comment on peut aider un tout petit à développer sa communication et son langage? Voilà, vous allez faire la conférence à notre place. Hein. Vous êtes merveilleux. Vous allez vraiment introduire la prochaine diapo, en fait. Hein. C'est top. Ok. Et ben, vous êtes hyper. Vous allez pouvoir introduire notre prochain thème autour de parler, hein, parce que lui parler, c'est ce qui revient en premier, et on voit chanter, lire des livres, être attentif à lui, découverte du monde, les interactions, le mimétisme. Voilà, être disponible pour lui, communiquer avec lui, repérer des mots, les comptines, enfin. Voilà, donc je pense qu'en quelques mots, quand même, vous avez déjà bien résumé tout ce qu'on va vous dire par la suite. Tac. Voilà. Eh bien oui, parce qu'en effet, parler, là encore, notre bébé, il est hyper compétent. C'est que dès la naissance, l'enfant communique avec nous. Le bébé a plein de choses à nous dire. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par son corps, par son regard, par son sourire, parce que parler, finalement, c'est pas que échanger directement avec la voix. Et puis, pour amener l'enfant à parler, à avoir vraiment la communication verbale en place, parlez-moi et je te répondrai, comme vous avez noté en premier, c'est ça qui est arrivé en premier sur votre nuage de mots, c'est vraiment parler à son enfant pour que lui aussi puisse parler plus tard. Donc, le bébé, la première façon de s'exprimer, en effet, tout petit, c'est quand même en premier les pleurs, mais aussi le regard, mais aussi avec son corps. L'enfant nous dit beaucoup de choses avec tout ça. C'est un rôle essentiel dans son développement. Il faut quand même penser que le bébé, il a besoin de bien entendre quand même, pour pouvoir ensuite avoir un développement de son langage qui se fasse petit à petit. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment important. Et maintenant, dès la maternité, vous savez, on fait le dépistage à ce niveau-là. Et c'est aussi pour pouvoir mettre en place éventuellement des aides aux besoins. Tous les mots que vous allez pouvoir dire à votre enfant, ça va vraiment le guider dans sa découverte du monde. Il va faire les liens entre ce qu'il entend, ce qu'il voit, ce qu'il sent et ce qu'il ressent aussi. Si le parent met régulièrement, le parent ou la personne qui garde l'enfant, met régulièrement des mots sur ce que l'enfant vit, sur ce que l'enfant voit, sur ce que l'enfant ressent, lui, il va intégrer tout ça. Donc, entre 0 et 3 mois, l'enfant va vraiment utiliser tout le langage de son corps pour s'exprimer. Le parent, finalement, va apprendre à s'adapter à son enfant en décodant le langage du corps au fur et à mesure des jours qui passent et pour pouvoir répondre ensuite à ses besoins, tout simplement. C'est vrai qu'au début, on dit toujours on ne sait pas trop, je ne sais pas trop pourquoi il pleure, je ne sais pas trop ce qu'il a. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, tout ça, on sait pourquoi il pleure, on sait parce qu'il a plutôt faim, parce qu'il n'est pas bien, parce que voilà. C'est des choses qui se font petit à petit. Et ça, c'est vraiment l'according qui se fait entre les parents et le bébé. Donc ça s'apprend, il y a une période d'ajustement, et puis cette période d'ajustement, finalement, elle est tout au long de la vie de notre enfant, parce qu'en tant que parent, on est tout le temps obligé de s'adapter pour tout. Donc au début, le bébé, il va produire des sons au hasard, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, il va mettre du sens sur ces mots-là. On peut passer à la diapo d'après si tu veux. On va avoir les premières vocalises qui vont arriver, les premiers sourires-réponses. Entre 3 et 6 mois, il va découvrir plus l'échange avec les vocalises, les sourires, les mimiques. Il s'appuie aussi sur les mimiques de l'adulte. En général, quand on parle à un bébé,
le parent, il en fait des caisses, quoi. Il fait toujours des grands sourires. Il faut en faire des caisses. On fait des grands sourires à l'enfant, on accentue toujours toutes nos mimiques, et ça permet au bébé de commencer à comprendre, c'est plutôt la joie, ou au contraire, si on est plutôt dans la tristesse, il va s'appuyer là-dessus pour mettre vraiment du sens sur ce qui est ressenti. Donc l'enfant est très attaché et très dépendant de la relation avec ses proches sur ses premiers mois. Donc entre 6 et 9 mois, c'est souvent une période aussi où il peut y avoir les premières séparations avec les reprises du travail. Et l'enfant s'exprime peut-être un peu plus par des pleurs à ce moment-là, mais on a aussi les premiers babillages canoniques. Alors babillage canonique, c'est le papa, mamama, tatata. C'est un petit peu les premières choses qui se mettent en place. Et puis ensuite, tranquillement, l'enfant va pouvoir, entre 9 et 12 mois à peu près, secouer la tête pour dire non. Et puis on peut avoir tranquillement les premiers mots isolés qui arrivent après 1 an. N'est-ce pas? Tu es d'accord avec nous? C'est ça. Les premières phrases arrivent en général entre 18 et 24 mois. Et puis, avec la période d'autonomie aussi qui arrive aussi dans l'alimentation, comme on disait, cet enfant qui a envie de faire tout seul, pour faire tout seul, il faut qu'il arrive à s'affirmer et à pouvoir s'exprimer. Après, des fois, ce n'est pas toujours facile. On peut du coup avoir le signe bébé qu'on va voir tout à l'heure, là, qui peut aider des fois ses enfants dans tout ça. Et puis, vers 2-3 ans, l'enfant va vraiment enrichir son vocabulaire, commencer à faire des phrases. Il va commencer à demander pourquoi, et il a besoin de comprendre. Et pour pouvoir comprendre, il faut pouvoir s'exprimer aussi. Voilà, je crois qu'on a la petite vidéo là. Voilà. On peut mettre un peu plus fort. Je ne sais pas si je peux mettre plus. Ouais, on va dire. Elle en fait des caisses, elle aussi. Caisses, vous allez voir, et... elle va être récompensée. Il a 2 mois, ce petit bébé. Hein. Regardez comme il cherche sa sœur du regard, déjà. La communication, elle est là. Et voilà. Il finit par lui répondre. Il finit par lui répondre, et c'est quand même très très beau. Et la communication chez le bébé, c'est aussi ça. Et c'est donc dès tout petit que ça démarre. Bon, alors comment faire pour essayer d'aider nos enfants à parler? Vous l'avez très bien dit, en plus, tous déjà dans le nuage de mots, donc vous savez parfaitement comment faire, lire avec son bébé, lire au bébé et avec son bébé, en fait, tous ces sonorités-là qui vont intégrer ces mots, ça va, même si tout petit, dès tout petit, hein, c'est très important de le faire, de lui chanter, de se mettre mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure, parfait, de se mettre à sa hauteur pour lui parler, d'associer les mots aux images. Et là, on en revient au fait qu'il y ait du lien entre tout, parce que les temps de repas, les temps de jeu, ça va être des temps où l'enfant va développer son langage, parce qu'on va lui parler, parce qu'on va lui expliquer, ah bah là, regarde, ça c'est ça, on fait du lien dans ce qu'on dit. Et tout ça, ça amène l'enfant à avoir un langage avec un choix de vocabulaire adapté. Et on en revient, pardonnez-nous, à nos écrans qui ne sont pas nos amis. Dans la toute petite enfance, on est bien d'accord, mais la facilité de faire boire un biberon ou de faire manger un enfant devant un repas ou d'avoir un temps où on le met de Choupi répond pas et la patte patrouille, ça assure pas toute l'émission malheureusement. Donc on limite vraiment les écrans et on est dans l'interaction, nous, avec l'enfant. Et là, on va voir... Le choix du vocabulaire adapté aussi, je reprends l'expression souvent de notre orthophoniste qui dit la vache elle fait meu, mais dans le chant quand on montre la vache c'est pas une meu. Voilà, c'est aussi important de poser des mots sur les choses et d'avoir un vocabulaire adapté à un enfant, d'accord, mais attention aux onomatopées et tout ce qu'on peut utiliser, il faut associer l'ensemble. La petite fille qui signe le encore. Elle signe le encore. Avec sa maman qui lui demande, tu veux encore de l'eau? Donc elle a son papa ou son frère, je ne sais plus, à côté.
Voilà, et là, elle signe qu'elle dit qu'elle veut de l'eau. Mais parce que, vous entendez cette mère qui lui dit, tu veux de l'eau, tu veux de l'eau, tu en veux encore, voilà. Donc on en fait, quand on dit qu'on en fait des caisses, mais c'est répété, c'est faire du lien entre cette petite fille qui dit, tu veux de l'eau, elle regarde, on voit bien qu'elle a à côté la pipette d'eau, qu'elle a envie de encore, on dit, tu veux encore, et faire le lien de encore à signer, c'est vraiment de la répétition, et dans des conditions qui sont sympas, c'est-à-dire qu'on amène par le jeu, par un temps de repas, par quelque chose, il faut donner envie aussi à l'enfant de s'exprimer, lui donner un cadre qui l'aide pour s'exprimer et du coup forcément c'est propice au développement ensuite du langage, mais tous ces temps-là sont des temps qui sont sollicitateurs. L'attachement et le langage, parce que c'était important aussi pour nous de nous parler de besoin de relation qui est aussi important que le besoin de nourriture et par le biais du langage, comme vous le disiez, de lire, de parler à l'enfant, de lui expliquer, ça va être déterminant dans le développement du langage et parce que par le biais du langage se créent les liens d'attachement. Et là on a cette petite vidéo d'un petit frère qui va raconter une histoire à sa sœur. A priori, c'est très dangereux, un pan, mais et regardez comme cette petite fille cherche le regard de son petit frère qui lui raconte. Et c'est la maman qui l'incite, qui lui dit « Tu dis à ta petite sœur ce que c'est ?» Et donc lui, il est petit, hein, il a 2 ans, elle a 2 mois, et ils sont déjà dans une interaction très précoce. Donc vraiment, tous ces temps d'échange... assez dangereux. Et voilà, mais en tout cas sollicité par l'adulte qui propose aussi ces temps d'échange-là, forcément ça crée du lien, c'est du lien d'attachement entre ce frère et cette sœur, et c'est du développement de langage, et voilà, quoi, ça parle de soi-même. Et voilà, on passe la parole. Alors bouger. Alors, Avec le petit QR questions code. Un petit QR Des code. petites questions? C'est toi qui le lance? Et je vais lancer les petites... On va vous demander de reprendre vos téléphones, si vous êtes OK. Hop. Alors, selon vous, pour que le bébé de moins de 12 mois ressente son corps et développe sa motricité, il est recommandé de l'installer dans un transat ou dans un coussin d'allaitement s'il est tout petit, l'installer sur un tapis ferme, l'installer dès que possible en position assise et l'installer dans un trotteur pour renforcer sa force dans les jambes. Plusieurs réponses possibles. Donc voilà, il y a une majorité de personnes qui ont répondu, enfin tout le monde a répondu sur un tapis ferme, et puis quelques personnes dans un transat ou dans un coussin d'allaitement s'il est petit, et puis une personne pense que le trotteur peut renforcer la force dans les jambes. Ensuite, selon vous, la position couchée sur le ventre est interdite pendant le sommeil, possible dès la naissance pendant les périodes d'éveil et sous surveillance stricte d'un adulte, favorise les points d'appui sur le ventre, les pieds, les genoux, le bassin, les mains et les coudes. Inutile tant que le bébé ne sait pas se retourner du dos sur le ventre.
Donc voilà, le vote est terminé. Donc la majorité des personnes pensent que c'est possible dès la naissance, pendant les périodes d'éveil et sous la stricte surveillance d'un adulte, parce qu'elle est formellement interdite pendant le sommeil. Donc on aurait bien aimé avoir 100% pour la première réponse. On favorise les points d'appui, voilà. Et puis inutile tant que le bébé ne sait pas se retourner. Il y a une minorité de personnes qui pensent que c'est inutile tant qu'il ne sait pas se retourner. Alors, on peut tout faire peut-être. Oui, on peut tout faire à la suite. On va jouer en même temps tout de suite. Moi, j'aime bien jouer. Selon vous, pour le bébé, jouer, c'est la découverte de soi, des autres et de l'environnement, source de plaisir, de connaissances, d'apprentissage relationnel et d'exercice physique, mieux seul en autonomie, l'occasion de partager des émotions, de communiquer avec l'adulte qui l'entoure. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bon, je pense qu'il y a une majorité, quasiment tout le monde a répondu. Alors vous êtes plus répondant sur certaines questions que sur d'autres. Donc tout le monde est d'accord, sauf quelques-uns qui pensent que c'est mieux tout seul pour jouer. Selon vous, pour que mon enfant joue, c'est mieux d'aménager un espace dédié, profiter de toutes les occasions dans la journée, change, repas, habillage, limiter les écrans, l'encourager, le féliciter. Choix multiples, hein, bien sûr. Hop là. On arrête? Ah, t'as fait quoi? Donc, tout le monde, il y a une majorité de personnes qui profitent de toutes les occasions, qui pensent que limiter les écrans, c'est mieux pour le bébé, l'enfant, qu'un espace dédié, c'est pas mal aussi, et que l'encourager et le féliciter, c'est la moindre des choses. Citez des activités ou des situations de jeu que vous aimez ou aimeriez proposer à votre enfant. À quoi vous jouez, à quoi il va jouer, à quoi vous allez lui proposer de jouer. Tout âge confondu. On voit qu'il y a des professionnels de santé dans la salle. Vous êtes plein d'idées, plein de ressources. Les parents aussi, hein, je ne dis pas, mais on sent qu'il y a des... Ouf. Musique, lecture, motricité fine. Et puis alors, voilà, transvasement, chatouille, éveil sensoriel. Oups, j'arrête pas de me dire. C'est ça, il y a faire de la musique, manipulation sensorielle, les textures, marcher, la piscine, les marionnettes. Exactement. On voit qu'il y a tout l'aspect, ce qu'on disait, hein, le lien, le contact, les choses qui sont dans le contact et dans le partage, les jeux de motricité, de sensorialité aussi. Donc c'est très chouette de voir que vous êtes éveillés à tout ça. Ok, non, rien, je crois que c'est bon. Alors du coup, tu mets mon truc. Moi je reste là, hein, parce que j'ai pas de notes. Donc
j'ai 30 minutes pour vous parler du mouvement et du jeu chez l'enfant. Donc le bébé bouge déjà dans le ventre de sa mère et il a des conditions très particulières puisqu'il est bercé en permanence, tous ses sens sont concernés puisqu'il entend les voix, il voit les intensités lumineuses et sonores qui varient. Il connaît sa bouche et son visage parce que plus la grossesse avance, plus il est serré dans l'utérus, donc il a souvent les mains à la bouche, il peut se tripoter. Et puis, il a des mouvements qui lui donnent des sensations en permanence. Il a un retour en permanence sur ce qui lui arrive. Et puis, le goût aussi est très impacté par l'alimentation de la maman. Donc, comme le disait Malika tout à l'heure, quand le bébé naît, il a déjà un sacré bagage de connaissances. Et ce qui serait bien, c'est qu'à la naissance, tu peux bouger. Le changement radical qui est la sortie dans le milieu aérien, le fait d'être sous l'effet de la gravité écrasée sur la couche, d'être manipulé, touché, d'avoir de la lumière, un peu de bruit, etc., c'est vraiment quelque chose qui peut déstabiliser le bébé. Le bébé, pour pouvoir digérer tout ça, il a besoin de ses parents, il a besoin des humains, parce que des fois, ça peut être d'autres personnes que ses parents, pour le soutenir, pour le nourrir de lait, mais aussi de relations, et pour le changer, pour le porter, et puis on pourrait dire pour jouer, mais je pense que chez le tout petit, rien que ça, c'est déjà très très bien. Le mouvement, il accompagne les émotions du bébé. Vous avez vu le bébé qui n'est pas content, il gigote, il crie et il recrute sa posture, il se met en extension. Le bébé qui est content, il se tortille. Donc le mouvement, c'est aussi une expression des émotions. Et le partage des émotions avec ses parents donne du sens à ce qu'il ressent et à ce qu'il fait. Le partage des émotions et les mots qu'on met lorsqu'il fait quelque chose. Oh, la petite main qui se lève, mais voici ton pied. Voilà, tout ça, c'est du quotidien. Et dans la vie d'un bébé, ce qui arrive très très souvent, finalement, tous les jours, c'est je mange, et puis je me fais changer, et puis je me fais porter. Donc, ce sont des occasions, chez le tout petit, ce sont les occasions de jeu et de bouger. On peut continuer. Le bébé se construit donc en bougeant. Il perçoit le mouvement dans son corps, c'est-à-dire que même les yeux fermés, vous savez exactement où sont. Là, je sais où est ma main. Je peux dire, j'ai des souvenirs, j'ai une représentation de mon corps. Les yeux fermés, je pourrais dire que là, je tends ma jambe droite, que je suis assise sur mes fesses. Le bébé, lui, quand il naît, il ne sait pas grand-chose. Donc, chaque mouvement qui se répète, les mots qu'on va y mettre et les sensations vont faire qu'il va devenir, il va connaître et il va reconnaître, et puis ensuite il va savoir. Et c'est comme ça que la motricité, au départ, qui est un peu aléatoire, qui va dans tous les sens, avec une balistique un peu bizarre des mouvements, eh bien, il y a un moment où cette main qui passe devant lui, elle passe devant ses yeux. Et puis, ça lui fait quelque chose dans l'épaule, ça lui fait quelque chose dans le bras, et puis ça recommence. Et puis, à un moment donné, il peut même l'approcher, hop, il retrouve sa main. Il retrouve sa bouche, et puis il va choper la deuxième, il va tout mettre il va rapprocher ses deux mains dans la bouche, et là il construit la représentation de ce qu'est, pour commencer, le haut du corps, la droite, la gauche, et puis après, l'autre travail à faire, c'est de raccrocher le bas. Donc c'est tout un processus de construction du schéma corporel qui se met en place par le mouvement, et parce que le soutien et les paroles, les mots qui sont mis sur ce qui se passe pour le bébé font sens pour lui. Donc les mouvements petit à petit deviennent plus précis et deviennent des outils au service des projets du bébé. C'est-à-dire qu'il va vouloir, il va désirer attraper, il va le désirer secouer son hocher. Et c'est aussi, le mouvement est au service du plaisir attendu. Donc, bouger, pour moi, c'est compliqué de dire bouger sans jouer. Donc, vous allez voir que toute la fin du topo, c'est bouger-jouer. Parce que je pense qu'on bouge vachement mieux quand on joue. Et que le fait de jouer et d'avoir du plaisir, ça favorise le mouvement. C'est encore plus facile si on a papa, maman, l'assistante maternelle, le grand-père, le frère ou la sœur qui soutiennent et qui encouragent. Donc le Wood Club, vous l'avez déjà fait, jouer c'est grandir, à tout âge. Alors, moi je ne sais pas si les enfants jouent, je sais qu'au départ les enfants ils explorent, ils cherchent, ils sont obstinés, ils veulent comprendre ce qui se passe. Et avant de jouer et de dire on va faire un jeu, les enfants sont surtout intéressés par c'est quoi ce qu'il y a autour de moi et comment ça marche. Donc, je vais
attraper, je vais jeter, vous avez vu le petit bébé tout à l'heure, il tape. Quand il prend son capla, il le goûte, mais il a des mouvements du bras, donc il bouge, il peut s'orienter, et puis il goûte, il met à la bouche, et puis ensuite il fait des sensations. Et en fait, quelque chose comme le capla qu'il tape ne fera pas le même bruit que s'il prend un autre objet. Et quand il va faire ça 10 fois, 20 fois, 50 fois, il va savoir qu'après le bois, ça fait du bruit. Il ne peut pas le savoir autrement. Nous, on sait qu'un téléphone, ça fait du bruit, un morceau de coton, ça ne fait pas de bruit si ça tombe. Lui, il ne sait pas. Donc tout ça, c'est tout son processus de compréhension du monde. Et il a besoin des humains pour l'aider à comprendre, en disant « Oh, ben ça fait du bruit. Oh, la jolie musique quand tu secoues ton truc. » Voilà. Donc l'enfant joue très bien avec ce qu'il y a déjà à la maison. Ça, c'est plutôt un plaidoyer pour dire aux parents ne vous ruinez pas en jouets sophistiqués, s'il vous plaît. Les jouets holistiques les plus simples, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. L'environnement matériel, le bruit, la lumière ont un impact sur la disponibilité du bébé et des parents. Vous avez vu, entre parenthèses, les écrans, le téléphone. Je ne l'ai pas dit, mais ça veut dire ça. Voilà. Alors, entre 0 et 6 mois, il y a vraiment quelque chose d'important. Ce que je vous ai dit, c'est que ce bébé, il était tout enroulé, puis tout d'un coup, il se retrouve écartelé, les bras en croix, là, et il va falloir... Je dirais que son challenge pour les 0-6 mois, c'est de retrouver l'unicité de son corps, de regrouper la droite, la gauche dans la bouche, puis un peu plus loin, et de remonter et de pouvoir découvrir ses pieds en enroulant le bassin. Donc pour ça, il faut le porter. Je ne l'ai pas marqué, mais bien sûr, le portage, c'est essentiel pour le tout petit. Et puis, il faut varier les positions, c'est-à-dire qu'un bébé peut être mis sur le ventre sous surveillance stricte d'un adulte en période d'éveil. C'est la réponse à ma question. Et puis, quand il n'est pas sur le ventre, il peut être en position enroulée. Alors là, il n'est pas dans un transat, on ne voit pas le reste. C'est les parents qui sont couchés, vautrés sur un canapé, et c'est le plaid, et le bébé est en hamac, en hamac sur le plaid, sur les genoux des parents. C'est-à-dire, il est, je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et en fait, il joue avec un truc, et surtout, il a ses parents devant lui, qui le soutiennent. Donc, entre 0 et 6 mois, pour reconstruire l'unicité, pour regrouper, il y a un truc essentiel, la bouche. Si la bouche ne marche pas, et l'objet de difficultés, de dégoût, etc., ça va être compliqué pour le bébé d'attraper à droite, d'attraper à gauche, et un jour de passer, parce que tout passe par la bouche. La bouche, c'est le relais, c'est la troisième main du bébé. Il attrape, il met dans la bouche. L'autre main va se remettre là, et il pourra passer de la droite à la gauche si ça passe par le milieu. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit chez les enfants qui ont, après, des troubles de coordination, etc. C'est la difficulté d'avoir construit un axe, quelque chose de très solide au milieu. Donc pour cela, il faut arriver à joindre les mains devant, à ce que les mains se joignent, et la bouche est essentielle, et on s'exerce, et bien tenu, là vous voyez ce bébé de 2 mois, il est dans les bras, il est dans la même position que tout à l'heure, mais il n'y a pas de plaine, et c'est un bébé qui regarde le livre que sa maman lui raconte, et il est tellement bien tenu qu'il se tient les mains. Et il a le bassin enroulé, et il est tout à fait à ce qu'on lui propose de faire. Et ce qu'il faut pour y arriver, c'est s'entraîner encore. Donc, vous allez voir ce petit bébé qui va d'abord attraper par hasard, ou alors qui aura une préhension pas volontaire, mais au contact. Si tout va bien pour lui, il va choper le truc que vous lui donnez, il se le met dans la bouche. Et il va se mordiller, il va l'explorer. Et puis l'autre main va venir aussi. Et puis là, il va pouvoir... explorer l'objet, et puis en même temps passer et se servir de ses mains. Donc là, quand il fait ça, il construit la réunion de la droite et de la gauche, ce qui n'est pas du tout facile quand on est couché sur le ventre, sur le tapis, si on n'a pas de soutien. Donc c'est peut-être une limite, des petits aménagements à donner. Le tapis ferme, c'est super bien, mais c'est mieux si on est couché à côté des bébés, hein. Moi, je dirais, ou s'il y a le frère ou la sœur, parce que le bébé tout seul sur son tapis à 2 mois, c'est un peu dur pour lui, quoi. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. C'est-à-dire que c'est vachement bien le tapis, mais moi, je préfère la table de la cuisine.
Alors, c'est pas dans mon topo, mais quand on a fini de manger, qu'on a tout débarrassé, qu'il n'y a papa, maman, on le met là, et c'est quand même plus sympa pour lui faire des chatouilles, pour lui faire pour le toucher, pour le bisouiller, que s'il est par terre. Et du coup, tout est l'occasion de jouer avec lui et de lui faire découvrir son corps et de le mettre et d'avoir une relation. Alors, non. Alors, la posture chez le bébé, c'est compliqué. On sait que le bébé tient sa tête vers 3 mois. Il va éventuellement pouvoir se retourner vers 5 mois et puis se déplacer avant 9 mois. Mais ce qu'on voit, c'est que quand le bébé a quelque chose de précis à faire, eh ben, il tient la route. Alors, le bébé, il n'y a pas qu'un corps qui bouge. Il a des yeux, des oreilles, il a une bouche, il a le tact, il a le toucher. Donc, c'est tous ces éléments-là qui l'aident à savoir où il est, dans quelle position il est, où il est dans l'espace. Et là, ce petit bébé, il a 3 mois, je crois. Sa mère lui a installé un livre qui s'appelle « Le plus beau de tous les bébés ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un livre magnifique. Et il regarde les bébés, il regarde des très belles photos. Là, il est sur le ventre avec un jouet en tissu. Enfin voilà, ce sont des objets tout simples. Et de l'autre côté, il se regarde dans le miroir, il ne sait pas que c'est lui, mais alors il trouve ça tellement impressionnant qu'il tient. Et là, ce sont des exercices de tonification et ça vient, en fait, le tonus, il vient aussi parce qu'il y a des choses à faire, quoi. Quand le bébé se regroupe, les côtés droits, les côtés gauches se rencontrent et tout passe par la bouche. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a vu. Et alors, rappelez-vous ce que vous ont dit Cécile et Malika. Ça passe par la bouche parce que cette bouche, c'est un lieu d'exploration, de compréhension. C'est chaud, c'est froid, ça pique, c'est dur, c'est mouillé. Je peux le mâcher, je peux baver dessus. Enfin, vraiment, il se passe des trucs autour de la sphère orale et de l'oralité qui sont vraiment facilités par le fait de jouer et de mettre les objets en bouche. Donc peut-être qu'il faut aussi se dire que les enfants, ils mettent tout dans la bouche et c'est bien normal et il faut les laisser faire. Si on ne veut pas qu'ils mettent un truc dans la bouche, on ne le laisse pas à leur disposition. Donc la caisse du chat, les croquettes, il peut les manger, c'est pas toxique, mais la caisse du chat. Mais les enfants, moi j'ai toujours vu des enfants au tapis, au sol, dès qu'ils savent ramper, ils vont lécher les chaussures. On a tous vu ça. C'est tellement chouette, les chaussures. C'est des expériences sensorielles. Ce sont des expériences sensorielles. Et donc, à partir du moment où l'enfant est capable d'attraper, de mettre en bouche, il construit des mouvements et la motricité fine, elle se développe toute seule. Et elle se développe parce qu'il a des trucs à faire. Et elle se développe plus facilement avec des petits jouets qui ont des aspects un peu irritants, là, comme ces balles à fil, c'est-à-dire qu'il va l'attraper du bout des doigts parce que c'est pas facile à attraper, alors que le gros hocher qui se secoue comme ça, c'est pleine main. Mais pour attraper des petites choses, plutôt leur proposer des choses comme des petits, des balles à fil ou cette petite balle trouée là qu'on trouve partout et qui est d'une grande légèreté. Les enfants l'attrapent, la mettent en bouche, ils passent la langue entre les trous de la balle. C'est vraiment un truc, c'est des choses toutes simples qui aident l'enfant. Et quand le bébé se regroupe, c'est-à-dire la droite, la gauche sont devant, il y a encore une autre étape, c'est les mains et le regard qui permettent de découvrir le bas du corps. Et pour ça, il faut enrouler son bassin. Donc on comprend pourquoi le portage qui a favorisé cette posture en enroulement est quelque chose qui va aider le bébé, parce que le bébé qui est plaqué contre son tapis tout le temps, ou qui est plaqué sur son lit, ou qui est dans un dos mou où il est complètement écrasé, ou dans un coussin d'allaitement où il va rester, et quand il est là pour le coup, il ne bouge plus. En fait, il faut peut-être se questionner, est-ce que les choses très molles et très molles, c'est pas propice au développement moteur du bébé, ni au développement psychomoteur. C'est plus facile de bouger sur un tapis de yoga que sur un tapis de saut à la perche. Essayez de marcher sur les deux, vous allez voir ce que vous préférez pour bouger. C'est vachement... Par contre, quand on est très solide, qu'on a des os, on est adulte, le sac à billes et le truc tout mou, on adore, mais on sait exactement ce qu'on sent et pourquoi. Le bébé, il n'en est pas là. Alors, c'est essentiel, cette posture est essentielle pour se retourner. Quand le bébé a atteint un tonus de l'axe suffisant qui lui permet de se tenir assis,
Il s'est retourné, il a commencé à bien remonter les fesses et à remonter, à faire des balanciers, etc. Il se met assis, et là il joue autrement, parce qu'avant il était sur le dos ou calé, et du coup il n'avait pas le même regard sur le monde. Là maintenant il peut regarder à droite, à gauche, et il va pouvoir développer de la motricité fine tout seul, parce qu'il est libéré du travail de tenir. Et la motricité fine, elle se développe avec des objets, alors des boîtes qui s'encastrent, avec n'importe quoi. Hein, là, c'est des objets sonores, c'est le petit tambourin, c'est vrai que c'est facile à porter, ça fait du bruit. Et avec le déplacement, le monde est vraiment à la portée du bébé. Donc là, c'est une vidéo d'un petit enfant de 7 mois qui a des Duplos. Alors, il est nu-pied, vous avez vu, hein, il est nu-pied, c'est quand même plus facile de bouger quand on est nu, enfin, pas trop engoncé dans des vêtements. Et là, regardez le regroupement. Et ce qui l'intéresse, finalement, c'est pas son Duplo, c'est la bouteille vide. Et ça, tous les parents font cette expérience-là. Et du coup, on peut faire plein de choses avec les bouteilles, on peut mettre du sable dedans, on peut mettre... des paillettes de l'eau, et puis voilà, allez. Donc là, ça y est, il y a un projet, il bouge parce qu'il y a quelque chose à faire, il allait retrouver sa mère. Et puis là, il y a son père qui parle, alors il se retourne. Enfin voilà, un bébé tout seul, il va être motivé par son projet. Voilà, et là, on est à la période où l'enfant il est encore en train de taper avec ses pieds parce que hop là, et ben voilà. On n'est pas en position assise, mais c'est pour très bientôt. Donc la position assise, malheureusement dans le carnet de santé c'est toujours marqué « tiens assis ». Ça me fait de la peine parce que se met assis. Et en fait, quand un enfant tient assis, la question c'est de savoir comment il fait. Est-ce que c'est parce qu'il est calé dans tous les coins avec des coussins et que du coup il fait rien parce que quand il est assis et qu'il tient pas, il a les bras comme ça, il peut pas explorer. Quand le bébé se met assis tout seul, il est capable d'avoir une torsion du torse, du buste, et il est capable de se retourner et il fait ce qu'il veut avec ses mains, avec ses yeux, avec sa tête. Donc, on n'installe pas un bébé assis, on l'aide plutôt à se retourner, on l'aide plutôt à bouger, et puis c'est bon. À 7 mois, il fait ça, à 9 mois, il tiendra assis tout seul. Et si il ne tient pas assis, il ne tient pas assis, tant pis pour lui. Il sera assis pendant le repas, il sera assis sur les genoux de ses parents quand il jouera, mais quand il est tout seul, il n'est pas assis. On peut. Donc, dans la suite de tout ça, puisque je veux explorer, je veux découvrir tout ce qui se passe, je veux aller plus haut, je veux aller plus loin. Donc, le bébé, il a envie de bouger, il bouge tout seul, mais il aime aussi rapidement pousser des objets, mettre dans son chariot, monter sur les trucs, aller sur le banc, sur le fauteuil, sur le canapé. Alors c'est pour ça qu'il y a des enfants qui arrivent aux urgences parce qu'ils sont tombés du canapé. Bah ouais, ils sont tombés Les enfants qui grimpent, des fois ils tombent. Mais peut-être que c'est des réflexions à avoir sur l'environnement de l'enfant, là où il joue, avoir des choses peu dangereuses. Et puis quand il grandit, après 12 mois, j'ai mis 12 mois, mais il faut oublier ça, c'est quand l'enfant est suffisamment mobile et que son corps est à sa disposition pour jouer et explorer, eh ben, il est plus intéressé par des activités d'imitation. Il le fait déjà beaucoup, puisque déjà à table, dans des moments où il a une posture très stable, il fait déjà tout ça, des grimaces, il fait déjà etc., des coucous cachés, mais il est capable ensuite de développer des activités qui sont plus des activités qu'il a vues faire une trace sur un papier, prendre une peinture. Et puis, il utilise des outils, c'est-à-dire que là, un bâton pour aller à la pêche, c'est un peu compliqué quand même, mais pour ça, il faut être sacrément tranquille et stable, donc il faut avoir acquis au niveau moteur une stabilité et un niveau de développement suffisant. Et là, il peut s'intéresser à qu'est-ce que je fais avec le bout de mes mains. Je peux même avoir un truc au bout de ma main qui fait quelque chose qui n'est pas moi. Donc ça, c'est l'utilisation de l'objet.
Et puis le coucou caché, l'exploration de l'espace, il peut aller... Alors il peut aller se cacher, mais nous aussi, on peut aller se cacher. Hein. Les enfants adorent jouer à coucou derrière les rideaux. Donc à la maison, il y a des rideaux, il y a des cartons, il y a des placards. Donc il joue avec l'espace à partir du moment où il se déplace. Et puis surtout, comme il a cette autonomie qui se développe, il peut aussi commencer à jouer seul. Et avec une poupée, on peut commencer à donner à manger à sa poupée. Entre 12 et 24 mois, bon, il faut avoir une poupée. Donc, moi, je plaide pour que tous les bébés aient une poupée, garçons et filles compris, certainement, pour qu'on puisse nourrir le bébé, changer le bébé, lui parler. On peut aussi passer du temps à vouloir mettre sa chaussure ou celle de sa mère ou celle de son père. Et là, on se rend compte que sur un truc, on va dire que c'est pas un jeu, mais en fait, c'est ça que cet enfant veut, mettre sa chaussure. J'ai 10 minutes. Et de l'autre côté, il était quoi? Il faisait un jeu de construction, ça c'est pas intéressant, ça c'est un truc, tout le monde parle de ça, des trucs d'encastrement. Donc ensuite, le monde est un terrain de jeu pour le bébé. On joue dans le bain, mais on joue dans le placard. Se cacher dans un placard, c'est quand même énorme. Rentrer dans le carton, vraiment. J'ai vu les enfants qui préfèrent leur carton plutôt que leur jeu. Et le monde, c'est tellement bien exploré, donc tous les lieux sont intéressants, donc il faut fermer la cuvette des WC, parce que les enfants montent sur la cuvette des WC, enfin voilà, attraper le papier, dérouler le papier. Et en fait, l'intention du bébé, c'est bien d'aller chercher cet objet qui n'est pas à sa portée, donc de grimper, enfin, c'est pour vous dire à quel niveau de développement il est. Et puis une fois qu'il y est, il va tirer, il va déchirer, et puis... jouer avec un rouleau de papier toilette, c'est vraiment très très cool hein, pour un petit bébé. Hein. Alors, le monde est un terrain de jeu. Si on est bien équipé, on peut sauter dans les flaques. Quand il pleut et qu'on est dehors, on rentre, on est plein de boue. Alors, il ne faut pas lui mettre des choses... Il faut mettre ce qu'il faut pour avoir le droit de sauter dans les flaques. Bien sûr, les jeux de plage avec le sable, avec tout ce que ça comporte comme aussi... aspect sensoriel, et puis le transvasement, il y a vraiment une vraie appétence du bébé entre 12 et 24 mois pour renverser, remettre, renverser, c'est vraiment un truc, ils peuvent jouer vraiment beaucoup et souvent à la même chose, ça peut être avec le sable, mais ça peut être aussi avec 2 bassines, quand il fait chaud, sous le parasol, 2 bassines d'eau, et c'est parti. Et puis quand on est bien équipé avec les chaussures de sa maman, on peut aller promener son lapin dans la rue. Donc, en fait, l'enfant, il n'a pas besoin de choses très compliquées. Pour pouvoir jouer et pour pouvoir explorer, pour pouvoir regarder ce qui n'est pas à sa portée, quand la motricité va bien, je grimpe. Parce qu'il y a des trucs qui sont au-dessus de ma tête. Donc, je grimpe dans les escaliers au-delà de l'étage de mon appartement parce que mes parents m'ont laissé grimper les escaliers, je peux grimper au toboggan, et puis quand personne ne me regarde, je peux aussi grimper sur la table et nettoyer la table. Bon, quand personne ne me regarde, en fait, il y a toujours quelqu'un qui regarde, puisqu'il y a la photo qui arrive. Mais c'est pour dire que l'enfant, dans sa motricité, là, je ne suis pas sûre que ce soit un jeu, quoi. C'est quand il monte sur la table, quand il monte les escaliers, il aimerait bien aller voir au-dessus. Et puis, quand ils montent sur la table, c'est pour nettoyer la table, quoi. Les parents le font, donc ils le feront aussi. Et puis, la maison, tout simplement, est un terrain de jeu. Donc, le miroir, l'enfant qui commence à regarder sur son miroir, qui découvre... Alors, au début, le tout petit que vous avez vu, il regarde un truc, il ne sait pas que c'est lui. Vers 18 mois, là, quand ils commencent à se parler, à bouger, et qu'ils voient que c'est eux, c'est vraiment très, très particulier. Hein, des enfants qui se regardent, qui bougent, qui se tirent les cheveux en même temps devant, et parce que c'est très étrange de comprendre le miroir. Dans la cuisine, on peut sortir les casseroles du casserolier. Voilà, donc ça veut dire que si on a des enfants et qu'on a envie de les laisser explorer et développer des capacités motrices, il faut avoir des choses de la sécurité dans les choses qui sont à sa portée. Bon, le lave-linge, c'est vraiment le truc incroyable. Enfin, il faut que les enfants participent à toutes ces activités voilà, ils sortent le linge, ils mettent le linge, ça c'est top. Donc quel jeu
J'en ai parlé, moi j'ai pas beaucoup de marottes, mais alors la poupée, franchement, la poupée qu'on habille, qu'on déshabille, qu'on gronde, qu'on embrasse, voilà. Et là, si vous regardez la tête de cet enfant, elle rigole pas, quoi. Hein. Elle rigole pas. Elle a un boulot à faire, c'est de déshabiller ce bébé. Et franchement, c'est très sérieux. Donc on appelle ça jouer. Bon, je crois qu'on peut arrêter là. Voilà. La séquence d'après, c'est toujours la même enfant. Elle a 19 mois. Alors ce que moi j'aime dans cette vidéo, voilà, elle était accroupie, elle se lève, vous avez vu le truc, là, la motricité, hop, je me rassieds, moi je peux plus faire ça. Hein. Et puis mes mains, allez, vas-y, elle s'occupe plus de son corps c'est réglé pour elle. Et en fait, elle range dans un sac. En fait, c'est son jeu de ranger. Donc, ça interroge, mais pour elle, c'est un jeu rangé dans un sac. Donc et là, c'est la fin. C'est juste pour vous dire qu'on ne joue pas, on n'en arrive pas là par hasard. Et quand on a un bon tonus, qu'on est capable... Un an. Les intonations, écoutez les intonations qu'il met. On lui allume des livres, c'est une évidence. Regardez. Voilà. Donc, pas lu la dernière on n'a pas lu la dernière page, c'était un scandale. Tout ça pour dire que tout est complètement lié, c'est-à-dire que parler, manger, la bouche, les bras, les yeux, les oreilles, les émotions, c'est vraiment énorme ce qui se passe entre 0 et 2 ans. Et quand à 2 ans, on a un enfant qui grimpe, qui parle, qui répond, qui sait dire non, qui sait dire oui, et qui est capable d'inventer des jeux, parce que le truc, c'est pas de jouer avec un truc qu'on leur donne, c'est de faire un jeu avec quelque chose qui n'en est pas un. C'est de prendre une casserole et de se la mettre sur la tête, c'est de prendre la cuillère en bois et de faire du tam-tam. C'est ça le jeu. Mais c'est aussi de l'autonomie et c'est de la compréhension du monde. Voilà. Alors, juste, j'ai vraiment envie qu'on réfléchisse. Hein, là, le Yupala. Donc, moi, je pensais qu'un jour, ce serait interdit, comme dans plein de pays, c'est interdit, puisque c'est dangereux et que ça n'a aucun intérêt moteur. Les enfants qui sont Yupala n'ont aucun avantage moteur, voire même un désavantage. Le dos mou, parce que gardez vos sous, allez au resto, allez au ciné, mais n'achetez pas de trucs comme ça ne sert à rien. Ces enfants, ils dorment bien, hein, mais ils ne bougent pas. Donc, et puis après, il y a des choses encore plus extravagantes. Le porte-biberon dans le maxi-cosy, et puis le bébé qui a sa petite application de jeu pour apprendre. Alors, il y a des parents qui pensent que les enfants peuvent apprendre l'anglais. Hein, on leur met... donc, à 2 ans, ils ne parlent pas, ils ne comprennent rien, mais ils disent « Yellow, pink, happy birthday ». Et ça, c'est du vécu. Hein, voilà. Mais ils ne parlent pas et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà, je vous remercie. Merci.